Merci Alain, merci chers collègues. Donc, ma présentation s'intitule Intelligence artificielle, application, etc. Donc, intelligence artificielle, pour beaucoup, c'est un oxymore. On ne peut pas associer intelligence et artificielle parce que l'intelligence, c'est quelque chose d'indicible, d'indéfinible, qu'on ne peut pas définir. Et en réalité, quelque chose qu'on ne peut pas créer. Ma présentation, le plan donc, de ma présentation est celui-ci. Je vais présenter un petit peu quelques points liés aux applications, à l'éthique, puis des exemples d'applications qu'on a développées ici au campus de Shippagan. Et je vais terminer par une conclusion sur les perspectives. La définition de l'intelligence artificielle, pour beaucoup, c'est un ensemble de techniques visant à permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence humaine, une forme. Ça a été évoqué pour la première fois par le mathématicien Alan Turing dans son livre Computing Machinery and Intelligence, et puis par son fameux test, le test de Turing, qui permet de détecter si on a affaire à une machine ou à un humain. Donc, l'intelligence artificielle a fait émerger un ensemble de technologies de rupture. C'est quoi les technologies de rupture? C'est des technologies qui dominent la société en un temps très court et qui ont une dissémination très élevée. Exemple, la photo numérique et la photo classique. Photo classique disparue, photo numérique a pris la place en un temps record. D'autres applications, comme par exemple la gestion intelligente des portefeuilles en finance, l'aide au diagnostic en médecine, l'évaluation des risques bancaires et les assurances, et collaborer sur le terrain militaire avec les fameux drones tueurs, les fameux drones tueurs. Deux applications très récentes. La première, toujours en janvier 2020, c'est Motorola qui a mis une caméra embarquée sur un policier qui circule dans la foule puis qui peut détecter un enfant disparu. Juste par son image. Ou la première fois, le groupe de Google a permis de battre des médecins humains sur la détection du cancer du sein. Ici, on voit l'importance qu'a l'intelligence artificielle au niveau des États. Aux États-Unis, c'est érigé en stratégie nationale pour le leadership et pour la prospérité du peuple américain. Et là, vous avez la signature de notre fameux président Donald Trump. On a besoin d'encadrement pour que ça soit entre de bonnes mains. Les principaux algorithmes de l'intelligence artificielle, c'est 4 familles. Les réseaux de neurones avec apprentissage profond, les méthodes statistiques avec les gaussiennes, et ensuite les méthodes guidées par les données et les algorithmes inspirés par la biologie. Au LARIS, au laboratoire ici à l'UMCS, nous nous intéressons à plusieurs axes, notamment la communication verbale alternative, les agents conversationnels dotés de sentiments, donc des robots ayant des sentiments, rehaussement de la qualité des signaux et les systèmes embarqués intelligents. Première application au LARIS, le rehaussement des signaux. C'est quoi le rehaussement des signaux? Vous avez des signaux bruités, vous parlez dans votre voiture, sur votre téléphone. Il y a tellement de bruit que la qualité du signal qui passe pour utiliser Siri n'est pas bonne. Donc, on fait un débruitage. Ça permet à la machine de traiter les signaux et de pouvoir avoir les mains libres lorsqu'on est dans un cockpit d'avion, par exemple. La méthode qu'on a développée est bio-inspirée, c'est-à-dire inspirée de la théorie de l'évolution. Et vous avez ici un exemple des résultats présentés récemment. Vous avez le signal propre, l'empreinte du signal propre sur un spectrogramme et les résultats obtenus par notre méthode qui est le MBSS-GA, qui dépasse les performances des méthodes actuelles. Deuxième exemple, la détection de l'ennui. En mettant une interface sur la tête, on peut détecter le circuit, l'onde électrique du cerveau, qui permet de déterminer si on est en somnolence ou on est en veille ou on n'est pas très attentif. Ça permet de déterminer la charge cognitive si le travail nous ennuie. Nous avons atteint une performance de 72,22% en utilisant des réseaux de neurones artificiels. Et ça a permis donc d'avoir toute une plateforme qui nous permet, avec l'interface sur le cerveau, de déterminer si on est ennuyé ou pas. Donc, si on met l'interface sur vos têtes maintenant, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. L'autre application, c'est l'identification des émotions à travers la voix. C'est analyser la parole pour détecter l'émotion, comme par exemple maintenant, moi je suis stressé. Donc, l'ordinateur peut le détecter.
À quoi ça sert? On veut faire des robots empathiques, dotés de sentiments, pour aider les aînés, pour les accompagner. Donc, on a des projets concrets qui sont mis en place. Notre méthode utilise ce qu'on appelle les essaims particuliers, qui est une méthode qui est inspirée du vol d'oiseaux en groupe, en migration, où il y en a une composante cognitive, une composante sociale, une composante physique. Donc, tout ceci est intégré sous forme de modèle pour améliorer le système qui permet de détecter 5 émotions, la colère, la joie, la peur, la neutralité, puis j'ai oublié la 5e. Quatrième application, c'est la biométrie trimodale. Nous avons développé au laboratoire un système qui permet d'identifier une personne à travers les empreintes digitales, sa voix et sa face, donc son image. Le système est très performant puisque c'est 3 modalités. Ça permet d'avoir une efficacité d'identification, puis ça a été embarqué sur un robot, un petit robot. Donc un robot peut identifier une personne à travers les modalités qu'on a vues ici. Puis ça rejoint un petit peu l'application qui a été développée par Motorola pour identifier un jeune enfant disparu dans la foule. Ici, le 5e exemple, c'est la dysarthrie. Dysarthrie, c'est lorsque nous avons un problème de production de la parole suite à un AVC, on ne parle pas bien, donc on rééduque les gens. Donc, on veut traiter la parole distordue. Pourquoi? Pour essayer de comprendre la personne qui parle, même si pour nous, comme humains, c'est inintelligible. Les résultats qu'on a obtenus par rapport à des méthodes statistiques qui sont aujourd'hui les plus dominantes, il faut dire que même si on a des méthodes qui sont modernes aujourd'hui, les méthodes statistiques restent les meilleures, ont démontré que nous avons amélioré la détection et la reconnaissance de la parole dysarthrique d'une manière significative. Et ça a été présenté sur une revue dernièrement publiée en janvier 2020. En conclusion, qu'est-ce qui s'en vient? C'est doter la machine de sentiments. L'ordinateur aura du plaisir, de la peur et peut même avoir des valeurs morales, entre guillemets. On combine des comportements aussi, on veut combiner des comportements. Voilà, donc et si vous me permettez, là je l'ai fait exprès, c'est en dehors c'est la dernière slide, c'est émouvant. Je m'excuse de l'avoir mis là. Puis ça a été publié sur le réseau de télévision coréen la semaine passée. Et ça vous démontre l'importance où est-ce que l'intelligence artificielle est arrivée.